Bonjour, le cours qu'on va faire aujourd'hui s'articulera autour de la question artistique. Le titre, c'est essentiellement la représentation artistique. Nous sommes donc dans le domaine de l'esthétique. L'esthétique porte sur l'art. Et l'esthétique est tellement importante que Hegel disait qu'il constitue un anneau nécessaire de la philosophie. L'esthétique porte donc sur l'art. Mais qu'est-ce qui justifie en fait ce besoin des hommes de créer des œuvres d'art? Parce qu'en fait, si nous constatons, si nous regardons bien, l'art est une constante dans les civilisations humaines. On peut dire que l'art est l'une des plus vieilles manifestations du génie créateur humain. Ainsi, aussi longtemps que l'on remonte dans l'histoire, nous remarquons le témoignage de l'art. Tout se passe comme si l'homme ne pouvait rompre avec cet oxygène nécessaire à son rayonnement. Mais qu'est-ce que l'art? À quoi peut servir une œuvre d'art? L'art est un talent, un savoir-faire. Un talent, un savoir-faire, mais il n'est pas le seul talent, il n'est pas le seul savoir-faire. Il y a la technique, il y a également l'artisanat. Mais il ne faudrait pas confondre art et technique, art et artisanat, parce que l'artisanat et la technique sont utilitaires, ce qui n'est pas le cas de l'art. Le potier, le tisserand, le cordonnier, ce sont des artisans. Par contre, si nous parlons de l'art, on pense par exemple aux arts plastiques, comme la peinture, la sculpture, l'architecture, aux arts musico-rythmiques, comme la poésie, la musique et la danse. Et nous avons bien entendu le 7e art constitué du cinéma. Alors, ce par quoi on reconnaît une œuvre d'art, c'est essentiellement sa finalité, qui est l'expression de la beauté. Alors que, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, l'art et la technique sont utilitaires. Et le tableau que nous avons là en face montre bien cela. D'un côté, nous avons l'artisanat et la technique, donc, qui sont utilitaires. De l'autre, nous avons l'art, qui est essentiellement désintéressé. L'activité artistique se caractérise essentiellement donc par sa dimension esthétique, dès lors que l'art se définit par le beau. Nous sommes donc dans le registre de la sensibilité, de la subjectivité, des émotions, des jugements de goût. Mais qu'est-ce que le beau? Cette question, elle n'est pas simple. Cela a d'ailleurs fait l'objet d'un débat dans un texte de Platon entre Socrate et Hippias. Et le texte porte comme titre Hippias majeur. Dans Hippias majeur, Socrate demandait à Hippias qu'est-ce que le beau? Et Hippias, tout de go, répondit le beau, c'est une belle jeune fille. Mais Socrate lui montre qu'au fond, il ne répond pas à sa question. Parce qu'il ne lui demande pas de dire ce qui est beau, mais ce qu'est le beau. Et cela montre déjà qu'il y a une difficulté à définir cette notion-là, ou bien si l'on veut, ce concept de beauté. D'ailleurs, les philosophes ne s'entendent pas sur la manière de concevoir le beau. Nous avons la conception kantienne qui s'appuie sur les catégories, la qualité, la quantité, la modalité pour définir le beau et aboutir au bout du compte sur cette conclusion, le beau, c'est ce qui plaît universellement et sans concept. Mais au fond, malgré cette diversité de conception du beau, on peut quand même s'accorder sur une chose. Le beau est une valeur normative pour l'art comme le bien l'est pour la morale, le vrai pour la logique. Et ce beau-là, on pourrait le définir comme étant l'harmonie. C'est donc ce qui suscite en nous un plaisir et une émotion esthétique. Mais comment l'artiste crée-t-il? Parce que nous avons montré tout à l'heure que l'art est une création en fait. Comment crée-t-il? L'artiste, pour créer, part-il du néant ou bien est-il obligé de prendre pour point de départ la réalité?
soit pour l'imiter, soit pour le recréer. Les réalistes pensent que l'art est une copie de la réalité. Et d'ailleurs, nous avons l'exemple d'Ingres qui disait ceci: dessine, imite, peint, fût-ce de la nature morte, l'art n'est jamais plus parfait que lorsqu'on peut le prendre pour la nature elle-même. Donc, pour le réalisme, ce qui confère à l'art de la valeur, c'est sa proximité avec la réalité. Platon s'inscrit au fond dans cette démarche. Sauf que si pour les réalistes, il est valorisant de reproduire telle qu'est la réalité, pour Platon, il n'en est rien. Parce que la réalité dont il est question ici est déjà une copie d'une autre qu'il considère d'intelligible. Donc, l'art, de ce point de vue, devient une copie de copie. Et c'est pour avoir constaté cela que Platon exclut l'artiste hors de la cité idéale. Il dira ainsi au poète, à l'image de tous les artistes, poète, passe ton chemin. Donc, là, si pour le réalisme tel qu'il se décline chez Ingres, il est revalorisant que l'artiste copie le réel, chez Platon, par contre, c'est dégradant. Le naturalisme nous permet aussi de comprendre que l'art doit être, comme qui dirait, une copie de la réalité. Et ce que le naturalisme dit, c'est que la nature est si belle et si claire que l'homme ne trouve rien de plus beau à inventer que ce qu'il voit. L'art est donc l'expression de la vie sous tous ses modes et tous ses degrés, et que son unique but est de reproduire la nature en l'amenant à son maximum de puissance et d'intensité. La vérité s'équilibrant avec donc la science. Ce qui veut dire que pour le naturalisme, l'art doit rendre fidèlement compte de la réalité. Et cette conception-là, nous la retrouvons chez Zola, nous la retrouvons également chez Saint-Beuve. Si nous lisons un texte de Zola publié en 1885, Germinal, eh bien Zola se fait en fait, comme qui dirait, une sorte de photographie d'une réalité, celle des mineurs. Parfois, il fait des gros plans sur une famille, la famille Maheude. Il se focalise sur cette famille-là, de telle sorte qu'on a même l'impression de vivre au sein de celle-là. La manière également dont il décrit Bonnemort, il le décrit tellement bien qu'on a l'impression qu'en face de nous, nous avons le personnage de Bonnemort. Il disait que Bonnemort avait la barbe hirsute, il avait les cheveux défaits, et lorsqu'il marchait, il traînait les pieds, les bras étaient ballants, et Bonnemort n'arrêtait pas de tousser. Et quand il crachait, c'est des choses horribles qui sortaient de sa bouche, c'était du noir. Ce qui veut dire au fond que cette manière de décrire la réalité nous montre en fait que l'art cherche à être le plus proche possible de la nature. Mais il y a lieu de se demander, est-ce que l'artiste copie réellement le réel? Si nous observons ce tableau de Léonard de Vinci, Mona Lisa, ici, le peintre Léonard de Vinci, qui est du 15e, 16e siècle, c'est un peintre d'origine florentine, donc d'origine italienne. Alors, Léonard de Vinci s'est inspiré d'une dame, Mona Lisa. Et le tableau qu'il nous propose, qui porte le titre de la Joconde, serait une réplique authentique de cette dame-là, donc, dont nous avons parlé tout à l'heure, qui s'appelle Mona Lisa. Donc, on peut en déduire là que l'art cherche à copier le réel. Et d'ailleurs, cette copie du réel, nous la retrouvons également chez un autre peintre surréaliste, ce qui est étrange d'ailleurs, parce que le peintre dont nous allons parler tout à l'heure, c'est Salvador Dali, qui s'inspirait d'un modèle, Gala qui a été la femme de Paul Éluard et qui sera également la femme de Max Ernst. Alors, quand Salvador Dali peignait, il prenait pour modèle donc cette dame qui existe réellement
et qui s'appelle Mona Lisa. Mais regardons de plus près ce tableau de la Joconde. Donc, regardons de plus près ce tableau de Léonard de Vinci, la Joconde, qui cherche à représenter Mona Lisa. Mona Lisa est morte depuis longtemps. Mais à travers ce tableau, Mona Lisa est vivante, elle est souriante. Cela nous amène à nous demander, est-ce que ce sourire-là que Mona Lisa a ici, est-ce qu'il l'a gardé éternellement? Est-ce que ce sourire, il l'a toujours gardé? Ce qui n'est pas le cas. Mais cela nous montre au moins une chose, que l'art serait d'une certaine manière, comme le disait André Malraux, un anti-destin. Donc par l'œuvre d'art, l'artiste cherche à immortaliser, à capturer des instants donc pour les immortaliser. Mais on peut quand même se demander si l'art crée en imitant ou si l'art, au fond, ne fait que recréer. Et pour répondre à cette question, je vous prie d'examiner avec moi ces deux tableaux. L'un parle de souliers. Il a été peint par Vincent van Gogh. Vincent van Gogh, peintre hollandais du 19e siècle. Un jour, le peintre est passé près d'une poubelle et il y a remarqué la présence de souliers. Les souliers étaient usés, ne valaient plus un sou. Pourtant, à travers le tableau de Vincent van Gogh, ces souliers seront regardés autrement. Et le tableau lui-même va valoir extrêmement cher. Donc, Vincent van Gogh, en reprenant ses chaussures à travers cette toile, il a, disons, revalorisé, comme qui dirait, ses chaussures. Ce qui nous fait penser à une idée de récréation. À côté de ce tableau de Vincent van Gogh, il y a un autre tableau qui représente votre modeste serviteur. Ce tableau a été effectué pendant que je faisais cours par l'une de mes élèves, qui s'appelait Wagué. Alors, à travers ce tableau, si nous regardons bien, les yeux n'apparaissent pas, la bouche non plus n'apparaît pas. Ce qui apparaît, c'est essentiellement l'apparence. Donc, au fond, ce n'est pas réellement M. Diouf qui est représenté ici, mais l'apparence de M. Diouf. Et ce qui nous montre que l'art, au fond, est tout simplement une recréation. Et c'est ça que René Hug avait vu. Il dit que l'art surgit à mi-chemin de l'homme et de l'univers. L'art devient donc un mode de figuration du réel. Et Bacon, comme pour confirmer tout cela, dit que l'art, c'est l'homme ajouté à la nature.